Merci beaucoup Franck pour l'invitation à t'accompagner dans cette série de cours et donc de séminaires. Merci au Collège de France aussi de nous accueillir et puis à vous qui nous écoutez aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi je suis donc Anne-Charlotte Vessière, je suis économiste mais je travaille dans un laboratoire d'écologie. Ce qui me passionne c'est vraiment cette hybridation des savoirs, des connaissances entre l'économie et l'écologie pour résoudre des problèmes si possible. J'aimerais vraiment que mes recherches puissent servir. Et donc c'est pour ça que je m'intéresse à la protection de la biodiversité et quels sont tous les mécanismes qui peuvent permettre de faire cela. Ce qui m'intéresse bien particulièrement, c'est les innovations d'organisation, des innovations institutionnelles qui vont pouvoir permettre de peut-être petit à petit prendre en compte ces enjeux si complexes. Et lorsqu'on fait le lien entre la science des invasions et l'économie, on va vraiment traiter de cela. Comment prendre en compte cette complexité de la biodiversité avec des approches économiques, et Franck vous l'a déjà bien introduit tout à l'heure, la prise en compte notamment monétaire de ces coûts-là qui va vraiment poser de gros problèmes. Donc c'est ce sur quoi nous allons discuter la suite de ce séminaire. Alors, tout simplement, quel lien peut-on faire entre les invasions biologiques et l'économie ? On peut reprendre la définition de ce qu'est une espèce exotique envahissante. Donc c'est une espèce qui sort de son aire de répartition naturelle et elle va avoir des conséquences écologiques, économiques et ou sanitaires négatives. Donc c'est une raison pour se poser cette question de lien entre invasion biologique et économie. Donc je vais reprendre ce schéma que vous connaissez peut-être, qui a été proposé par la plateforme internationale sur la biodiversité et les services écosystémiques et qui présente ici les principaux facteurs d'érosion de la biodiversité. Donc on les retrouve ici. Dans les facteurs directs d'érosion de la biodiversité, vous avez les espèces exotiques envahissantes qui en font partie. Mais quel est le rôle de l'économie dans tout ça ? On peut voir que dans les facteurs indirects, sous-jacents à ces facteurs-là, on retrouve des facteurs économiques. L'économie peut en effet être responsable de ces invasions biologiques. On va en reparler. On a une économie mondialisée, des échanges de personnes, de biens dans le monde entier. On est en fait responsable de ces invasions biologiques. Mais aussi, et c'est là où ça peut être compliqué parfois, l'économie peut être dépendante d'espèces exotiques. Alors peut-être pas dépendante des invasions, bien sûr, mais des espèces exotiques envahissantes qui vont être utilisées, commercialisées, appréciées, aimées par les gens. Et vous verrez que ça pose vraiment des questions très intéressantes car très complexes. Et donc l'économie est bien sûr victime aussi de ces invasions biologiques. Franck vous l'a présenté tout à l'heure. Il y a d'énormes coûts liés à ces invasions biologiques. Donc c'était très, très intéressant en tant qu'écologue de se dire bon, comment faire pour qu'on nous écoute. On a beau faire des études et des études sur les coûts écologiques de ces invasions. Est-ce que si enfin on parle argent, les gens vont nous écouter et réagir ? Donc c'est évidemment très intéressant d'avoir cette démarche. Mais il faut aussi se poser la question de la façon dont ces coûts pourraient être aussi réutilisés. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais un peu présenter quels sont les usages de ces coûts, d'où ils viennent, dans quel contexte ils ont été créés, et pourquoi et comment on peut les utiliser pour alerter d'une part. Donc c'est ce que font cette communauté, et j'en fais partie, de scientifiques qui cherchent à alerter sur ce problème d'écologie qui pose aussi des questions économiques et sociales via cette valeur de coût économique. Et donc je vous présenterai aujourd'hui comment l'analyse économique va pouvoir nous aider en mobilisant ces coûts à alerter d'une part, mais aussi décider. Et quels sont les coûts utilisés pour la décision. Alors très simplement, le plan de ce séminaire, je vais vous proposer de vous parler dans un premier temps donc, de ces trois configurations possibles, l'économie en tant que responsable, victime ou dépendante des invasions biologiques. Ensuite, on ira un petit peu plus précisément dans ce que l'analyse économique peut apporter, avec ces deux grandes familles finalement de choses qu'on peut faire en fait en tant qu'économiste, aider à alerter, aider à décider. L'économie, c'est vraiment la science qui va aider les gens à prendre des décisions et on va toujours comparer différentes situations. C'est quelque chose d'important que vous devez retenir pour la suite. Et puis je ferai un focus à la fin de ce séminaire sur cette valorisation socio-économique des espèces exotiques devenues envahissantes, de leur gestion, et on verra qu'en fait c'est assez paradoxal et ça peut peut-être être un des freins à ce que vraiment on cherche à plutôt régler ce problème écologique des espèces exotiques envahissantes. Donc ça fait partie des choses à regarder. Tout d'abord, l'économie donc en tant que responsable, victime ou dépendante des invasions biologiques. L'économie peut être responsable des invasions biologiques. On va reprendre donc les différents moteurs de dispersion des espèces exotiques envahissantes. Franck vous a déjà présenté tous ces moteurs des déplacements naturels des espèces,
tels qu'ils ont pu arriver au fur et à mesure de l'histoire, avec la modification donc, de la planète, la modification petit à petit des continents, et puis avec l'arrivée des humains, le début des transports, des commerces, des échanges. On voit que ces déplacements naturels des espèces ont peu à peu été accélérés. Et sans doute, on a forcé la main à certains de ces déplacements pour aujourd'hui en être vraiment un acteur très important. Donc aujourd'hui, on a des pratiques économiques et récréatives autour de ces espèces exotiques envahissantes. Enfin, des espèces exotiques qui deviennent envahissantes. Toutes ne le deviennent pas, mais nombre d'entre elles, aujourd'hui listées sur les listes les plus préoccupantes, que ce soit à l'échelle européenne, mondiale ou même plus locale ou régionalement, sont des espèces qui sont aujourd'hui encore utilisées pour des pratiques économiques et récréatives. Beaucoup l'aquariophilie, par exemple. On a des plantes d'ornement qui sont devenues exotiques envahissantes. Et puis des moteurs aussi de société bien plus profonds et complexes à aborder, tels que l'agriculture, par exemple, ou l'urbanisation. Tout ça, ce sont des activités humaines qui vont favoriser des conditions qui vont permettre à des espèces exotiques envahissantes de se développer. C'est-à-dire que même si ce n'est pas forcément une personne responsable, c'est la façon dont notre société se développe qui va parfois accélérer ce processus d'invasion biologique et ces activités économiques. Donc en fait, les déplacements ont pu être naturels, mais maintenant sont vraiment boostés et accélérés par nos activités humaines. Dans tout ça, rajoutons le changement climatique, dont on est aussi responsable en grande partie, qui vont accélérer l'ensemble de ces déplacements. Et puis enfin, ce sur quoi je vais aller par la suite, la mondialisation des échanges. On est vraiment aujourd'hui dans une économie mondialisée, des échanges et des usages dans le monde entier qui favorisent grandement ces invasions biologiques. Donc, comme ça a été vu précédemment, les espèces exotiques envahissantes peuvent être introduites volontairement ou involontairement, ou de façon accidentelle. Ici, je vous présente deux exemples. Le premier, c'est le vison d'Amérique, qui lui est une espèce qui a été importée pour sa fourrure et qui, peu à peu, voilà, il y a eu des spécimens qui se sont échappés et qui ont fini par générer des populations exotiques envahissantes qui, localement, vont poser des problèmes. Donc ça, c'est une introduction qui a été intentionnelle. Mais il y a aussi des introductions non intentionnelles, et donc c'est le cas du frelon asiatique qui, vraisemblablement, a été importé avec des poteries chinoise et qui s'est retrouvé peu à peu dans des continents dont il n'était pas originaire et aujourd'hui se retrouve bien présent sur une bonne partie du globe. Donc ici, je vous présente les résultats d'une étude qui mobilise des bases de données spéciales sur les espèces exotiques envahissantes et on peut voir finalement la répartition ici des différentes voies d'introduction des espèces exotiques envahissantes. L'intentionnel représente quand même une part non négligeable. Le non-intentionnel, c'est un quart à peu près. Et puis il y a un mixte, puisque parfois il y a des situations où des populations ont pu être introduites volontairement et d'autres involontairement. Donc, comme souvent, il va y avoir toujours des coûts ou alors des situations mixtes, vous l'aurez compris au fur et à mesure. Alors, donc, le lien entre mondialisation et invasion, donc on le comprend généralement, mais on peut aussi utiliser des exemples bien précis pour l'illustrer. Et ce cas des fourmis est particulièrement intéressant, puisque en suivant finalement la détection de fourmis exotiques envahissantes, ça permet de redessiner finalement et de vraiment mettre en lumière la mondialisation des échanges. Donc je m'appuie ici sur deux travaux scientifiques qui ont montré pour le premier que finalement, si on suit de nombreuses espèces exotiques envahissantes dans leur déplacement en fait, sur le globe dans le temps, on peut voir que finalement, ces phases de colonisation, le taux de colonisation, va augmenter pendant les deux grandes vagues du commerce international. Donc les périodes à l'ouverture au commerce international, qui finalement ce sont les imports et les exports rapportés au PIB national de chaque pays, ça nous permet de voir en fait quels sont le lien entre donc, les invasions et le commerce international. Ces deux vagues, elles correspondent en fait à ces deux périodes-là, hein, 1850-1914, et la deuxième depuis 1970 jusqu'à aujourd'hui, on est encore dans cette vague-là. Et en fait, on voit vraiment sur les schémas de cette publication que je vous invite à regarder qu'il y a vraiment un trou qui correspond en fait aux deux guerres mondiales et le crash de Wall Street entre les deux. Donc on voit vraiment un lien fort entre invasion et puis état du commerce mondial. Dans une autre étude aussi passionnante, on peut voir en fait les flux des fourmis qui sont interceptés par les douanes dans les différents ports internationaux. Donc, dans ce travail-là, ce sont deux pays qui sont étudiés, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande, donc dans les ports et les aéroports. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que ces populations de fourmis envahissantes se déplacent dans le monde
Et aujourd'hui, on mesure même un effet intéressant qu'on appelle l'effet tête de pont ou bridgehead effect, où finalement les espèces aujourd'hui proviennent de zones qui ont été déjà précédemment colonisées. Donc on peut aussi faire un lien avec l'histoire et les décisions humaines pour peu à peu prendre possession de nouveaux territoires. Donc voilà, l'économie responsable, ça, on en est sûr, il y a vraiment un fort lien. L'économie est aussi victime des invasions biologiques. Donc Franck vous a parlé des coûts des invasions biologiques tout à l'heure. Et donc là, bon, je vais forcément de temps en temps revenir sur des aspects un peu théoriques parce que finalement, l'ambition de tous ces travaux-là aussi académiquement, c'est de clarifier un peu comment l'économie doit peut-être changer ses bases, changer finalement ses concepts généraux pour pouvoir prendre en compte ces sujets aussi complexes que la biodiversité. On ne peut pas continuer à faire de l'économie telle qu'on le faisait avant. En tant que discipline, il faut vraiment pouvoir prendre en compte cet objet si fascinant mais si complexe à la fois. Donc finalement, si on représente un peu schématiquement le rapport en fait, entre les coûts économiques et puis les coûts écologiques, qu'on pourra plutôt appeler peut-être dommages écologiques, on peut voir donc cette représentation schématique. Vous avez donc des dommages écologiques qui sont occasionnés par les espèces exotiques envahissantes. Vous avez des coûts économiques. Une bonne partie des coûts économiques sont en fait des coûts engendrés par le fait qu'il y a un dommage écologique. Donc on voit vraiment le lien ici entre ces deux pôles. Mais il y a aussi des coûts économiques purs qui ne sont pas forcément, qui ne passent pas par un écosystème, si vous voulez. Par exemple, des espèces exotiques envahissantes qui viendraient endommager des infrastructures, par exemple d'énergie renouvelable ou alors de ponts routiers, par exemple. On a vraiment un impact de l'espèce exotique directement sur une infrastructure humaine. Et à l'autre extrême, vous avez aussi des dommages écologiques qui ne concernent pas forcément les humains, ou alors peut-être plus vraisemblablement dont on n'a pas conscience, puisqu'il y a des écosystèmes pas encore bien connus, des milieux auxquels on n'accède pas, ou alors, un peu plus cyniquement, des milieux qui nous intéressent un petit peu moins. Et donc là, on ne mesure pas, au moins on n'a pas conscience de coûts économiques engendrés par ces dommages-là. Donc cette distinction est importante, puisque finalement, quand on fait des choix, on va devoir prendre en compte l'ensemble de ces caractéristiques, l'ensemble de ces phénomènes, en fait, qui soient purement écologiques, purement économiques, ou l'un engendré par l'autre. Et donc l'argument économique, il va être intéressant, on va le voir, notamment pour alerter. Et ce que vous a présenté Franck, c'était plus axé sur cette partie-là tout à l'heure. Mais il ne faut pas oublier quand même toutes ces situations qui ne dépendent pas forcément directement ou qui n'ont pas un lien direct avec des arguments économiques et qui ne doivent pas nous faire oublier qu'il faut quand même faire quelque chose et réagir puisque, en fait, les invasions écologiques sont un problème global qui touche les humains. C'est un bien public social, on y reviendra, un bien public mobile, puisqu'en plus il se déplace. Donc il faut pouvoir réagir quoi qu'il arrive, même si finalement l'argument économique n'est pas présent. Et donc tout à l'heure, ça a été aussi évoqué, les coûts économiques ne sont pas tous monétarisables, on ne peut pas calculer un coût monétaire lié à toutes ces situations-là. Effectivement, on y reviendra, il y a des grandes difficultés à pouvoir évaluer la situation en termes économiques de nombreuses fois. Et donc ces coûts économiques, ils vont pouvoir être intéressants pour alerter. Ça a été une démarche, en fait, depuis bien longtemps, des écologues de se tourner finalement vers des arguments économiques, une façon de voir les choses pour parler à des acteurs qui, jusqu'à aujourd'hui, ne réagissent pas parce que peut-être elles ne sont pas sensibles ou ne sont pas finalement formées à ces enjeux d'écologie. Et peut-être que leur parler d'économie, ça pourra les mobiliser. Donc je reviens très rapidement sur ici la façon d'alerter, puisque finalement on pourrait se dire voilà, on va mettre les coûts les plus importants, on va grossir un peu les chiffres pour que les gens réagissent, mais non, c'est pas ça l'objectif non plus. Ce que vous a présenté Franck ce matin, ce sont vraiment des travaux scientifiques. Il y a vraiment un objectif de transparence et d'objectivité dans ces travaux-là. Donc c'est pour ça que tout ce soin apporté à décrire les coûts, les éplucher et à vraiment retenir ceux qui sont vraiment les plus fiables et les plus robustes, c'est vraiment important. C'est-à-dire que là, ce qu'on présente, ce sont des travaux qui sont honnêtes en quelque sorte. On cherche vraiment à expliquer les choses, après, aux décideurs de voir ce qu'ils en font. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de descripteurs dans cette base de données Invacost. C'est vraiment, on veut donner le plus d'informations pour comprendre dans quel contexte a été calculé un coût, parce que parfois il n'y aura aucun sens à récupérer ce coût pour le sommer avec les autres, parce qu'il n'a pas été créé dans un contexte pour ça. Il faut vraiment faire attention à la nature de l'étude qui a généré ce coût-là. Ce qu'on a tout de suite pensé dans ce groupe de travail Invacost, c'est qu'on allait vraiment se restreindre en fait, aux coûts économiques qui sont effectivement vécus aujourd'hui par la population. Parce que c'est sûr qu'on peut mettre ensemble les coûts vécus, puis les coûts potentiels que plein d'études auraient pu générer, et ça, c'est une façon de grossir les coûts, mais non.
on a retenu vraiment ceux qui sont observés aujourd'hui et les plus fiables possibles. Et malgré toutes ces coupes, vous voyez que les coûts restent absolument gigantesques. Donc ça renforce en quelque sorte le message, de dire que même en ne voulant pas en faire trop, c'est déjà beaucoup. Et puis enfin, accompagner la phase d'agrégation, ça c'est important, parce que cette base de données est maintenant ouverte au public, tout le monde peut s'en servir, et le but c'est que les gens puissent bien s'en servir pour générer des études pertinentes. Et donc on a, avec plusieurs autres personnes de ce projet Invacost, créé en fait une méthode statistique qui aide les gens, qui les accompagne pour pouvoir analyser ces coûts. D'ailleurs, parce que beaucoup de non-économistes utilisent aujourd'hui cette base de données, et l'idée c'est de ne pas faire d'erreur en fait, liée à un manque de culture en fait, de sciences économiques pour l'étude de ce sujet. Donc voilà, pour aller rapidement, il y a deux méthodes qui ont été proposées pour analyser cette base de données et qui sont donc accompagnées grâce à ce package donc, de calcul statistique. Et c'est pour ça qu'on peut avoir différentes façons d'expliquer et de représenter les coûts. Selon ce que vous voulez faire, cette base de données, on l'a vu, elle est mondiale, tout taxon, toute période. Vous allez pouvoir faire des sélections selon le sujet que vous allez vouloir étudier. Et en fonction du pool de données que vous avez à analyser, vous allez pouvoir choisir les méthodes, notamment en fonction de la taille de l'échantillon. Donc pour les très grands jeux de données, on va carrément pouvoir faire de la modélisation et donc modéliser le coût pour... Alors ici, c'était 2017 dans l'étude, mais donc petit à petit, on peut l'adapter avec donc les périodes plus récentes pour voir voilà, quel est le coût pour une année généré par les espèces exotiques envahissantes. Une autre façon de faire, c'est d'accumuler les coûts les uns sur les autres, avec bien entendu beaucoup de précautions. Et donc, par exemple, on peut simplement faire un cumul sur une période donnée. Donc ici, c'est toute la période de la base de données qui est donnée, donc ces résultats. Mais on peut aussi décider d'avoir un coût annuel moyen sur cette période. Donc vous voyez, ces différentes façons de calculer, ces différentes façons de faire vont pouvoir être utiles selon les contextes où vous voulez présenter ces études et utiliser ces résultats. Donc, le coût économique des invasions biologiques pour alerter. Donc ça, c'était ce qu'on a discuté juste avant. Maintenant, pour décider. Alors, un économiste qui ne connaît pas forcément les invasions biologiques, je pense que pour plusieurs d'entre vous, vous avez en tête un économiste, ça évalue la rentabilité économique d'un projet, il va étudier les coûts, mais les bénéfices. Et la question a été suggérée tout à l'heure. Effectivement, les économistes vont regarder dans la balance ce qui pèse pour, ce qui pèse contre, et c'est ça qui va faire qu'on fera un choix. Donc il faut quand même si les coûts sont déjà tellement importants qu'on a l'impression qu'il faut réagir, et c'est le cas, regarder aussi les bénéfices des invasions biologiques. Parce qu'effectivement, finalement, une partie de l'économie peut être éventuellement dépendante d'espèces exotiques devenues envahissantes. Donc l'économie dépendante d'espèces exotiques envahissantes. Alors effectivement, comme l'expliquait Franck, il y a des espèces qui sont assez complexes à traiter, puisqu'elles vont à la fois générer des coûts et des bénéfices. C'est assez rare qu'en fait une espèce exotique ne génère que des bénéfices, sinon elle ne serait pas considérée comme envahissante, puisque le dénominatif envahissant en fait, est lié au fait que l'espèce a des impacts négatifs sur l'écologie, l'économie et ou le sanitaire, la santé. Donc des espèces qui ne génèrent que des bénéfices, ce sont juste des espèces exotiques et donc on n'a pas de problème à se poser. Mais donc voilà, d'autres espèces génèrent à la fois des coûts et des bénéfices. Alors effectivement, les bénéfices économiques de ces espèces, c'est leur exploitation. La vente de poissons tropicaux dans le monde entier pour les aquariophiles, effectivement, on va gagner de l'argent lié à l'utilisation de cette ressource. Mais effectivement, il y a aussi quelque chose de très ambivalent, très complexe à envisager, c'est que ces espèces peuvent aussi avoir des effets positifs écologiques. Alors je ne vais pas me lancer là-dedans plus que ça, parce que je ne suis pas non plus écologue, mais si je comprends bien, certaines espèces exotiques, une fois introduites dans des milieux dont elles ne sont pas originaires, peuvent prendre une place dans un écosystème. Alors c'est toujours très discuté et sujet à débat, puisque parfois elles prennent une place, mais ça peut être la place d'une autre espèce locale, et donc quand même générer au final des problèmes écologiques. Mais une partie de la littérature présente certains bénéfices écologiques possibles des espèces exotiques devenues envahissantes. Alors voilà, ces coûts et ces bénéfices, finalement, ce qui est aussi intéressant, si on continue à ouvrir un petit peu cette boîte noire, c'est qu'ils peuvent apparaître dans la même population ou pas forcément. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une population d'espèces exotiques envahissantes qui à un endroit ne génère que des coûts, alors que dans un autre endroit, elle va générer à la fois des bénéfices et des coûts. Donc ça, c'est assez intéressant à regarder. Et puis aussi, finalement, ces coûts et bénéfices, ça dépend de quel point de vue vous vous situez. En fait, on va très rapidement voir que l'important dans toute la suite de la présentation, c'est de penser à la répartition de ces coûts et bénéfices entre les acteurs. Puisque là, je vous parlais des vendeurs de poissons tropicaux.
finalement, peut-être qu'eux, à leur échelle individuelle, ils vont surtout en fait, avoir des bénéfices liés à cette exploitation-là, mais ne vont pas forcément directement supporter tous les coûts écologiques, tous les coûts économiques que ça va engendrer dans leur pays ou dans le monde entier. Donc en fait, on a une sorte de privatisation des profits ici et de collectivisation, de socialisation du coût en fait, généré par ces espèces. Et ça pose des questions de justice environnementale, bien entendu. Donc vraiment, même si on met les coûts en face des bénéfices, quoi qu'il arrive, il faudra toujours ouvrir la boîte et regarder qui porte quoi, qui est responsable de quoi. Alors, il y a un exemple intéressant, c'est, voilà, est-ce qu'on utilise une espèce, on est intéressé par une espèce qui s'est installée pour des aspects économiques, par exemple de tourisme, alors que les acteurs de la conservation vont se dire, mais attention, regardez tous les coûts écologiques que ça engendre, il faut quand même faire quelque chose, alors que le tourisme dira, bah non, si on les enlève, on ne va plus avoir cet intérêt économique lié au tourisme. Donc vous voyez les compromis que ça peut... les compromis nécessaires dans ce genre de situation. Alors un exemple qui est assez drôle, c'est celui, drôle, pas vraiment, mais un peu original, c'est celui de l'hippopotame. Donc il y avait un zoo donc, qui était la propriété d'Escobar en Colombie, duquel se sont échappés des hippopotames, et une population d'hippopotames s'est mise à se développer à cet endroit-là. Alors c'est devenu une attraction touristique, parce que finalement c'est en plus en lien avec une personne avec une touche assez originale. Et finalement, des impacts liés à cette surpopulation finalement d'hippopotames très problématiques. Et donc on a eu pendant une période une phase où les acteurs n'avaient pas trop envie d'agir parce que ça restait quand même une activité économique et une observation intéressante. Les gens aussi avaient un peu un attachement finalement à cette population d'hippopotames. Et peu à peu, le ministère de l'écologie s'est décidé à peut-être agir, mais ce n'est pas encore très clair. Et aujourd'hui, cette population, elle est vraiment croissante et pose des problèmes. Donc on voit que finalement, on a un peu une tension entre des enjeux très différents selon les acteurs et les enjeux qu'ils portent. Un autre exemple, c'est celui des cochons sauvages, mais c'est juste pour après. Donc voilà, les coûts et les bénéfices, ils peuvent être aussi différents selon en fait, la temporalité dans laquelle on se place, selon la densité de la population et puis le stade de son invasion. Peut-être qu'au début, on ne se rend pas vraiment compte qu'il y a des coûts liés à une invasion, parce qu'on la qualifie peut-être même pas encore comme une invasion. Voilà, on exploite commercialement une espèce exotique, sauf qu'après quelques années, des individus s'échappent, des populations se développent en dehors de leur aire de répartition et commencent à poser des problèmes. Il y a ce lag dont parlait Franck tout à l'heure, entre le moment de l'invasion et le moment où on va mesurer vraiment des conséquences négatives. Et donc c'est pour ça qu'aussi, voilà, ces coûts et ces bénéfices vont varier les uns et les autres avec le temps. Et donc, dernier exemple de situation où ça peut être différent, ce sont les coûts et bénéfices qui vont varier selon les conditions du marché. Alors, ce n'est pas très répandu, mais il y a quelques exemples qui illustrent cela. Par exemple, donc, le cochon sauvage, on y vient. Donc, c'est une espèce qui a été introduite dans de nombreux pays, qui est vraiment un moyen de subsistance de beaucoup d'économies locales. Sauf que des cochons se sont échappés dans de nombreux endroits et forment des populations de cochons sauvages qui génèrent des impacts économiques et écologiques assez importants. Et donc là, je vous présente l'exemple des cochons sauvages, par exemple, en Australie, puisqu'ils vont générer des impacts sur les productions de bananes. Et il se trouve que du coup, ils vont pouvoir contaminer les produits issus de ces exploitations. Ils vont pouvoir vraiment déranger la façon dont vous voyez ce que peut faire un sanglier finalement sur un terrain agricole. Voilà, c'est ce qui se passe là-bas. On ne peut plus pratiquer l'exploitation de bananes. Et donc, on peut vraiment dire qu'il y a des coûts économiques, en plus des coûts écologiques par ailleurs générés par ces cochons sauvages. Mais finalement, on se rend compte que selon le cours de la banane, on va pouvoir se dire que les producteurs ne vont pas avoir exactement la même perception de ce cochon sauvage dans leur exploitation. Quand le cours de la banane est super élevé, vraiment ça leur pose un problème parce que ça freine leur activité d'exploitation agricole. Alors que dans les moments où le cours de la banane va être vraiment plus bas, finalement ils vont manger les bananes excédentes. Donc il peut y avoir une sensation, une perception différente finalement de la place et des coûts et bénéfices de cet animal en fonction, finalement, vous voyez, de l'activité, du cours du marché lié à cette activité économique. Donc tout ça fait vraiment des nœuds au cerveau. Clairement, c'est compliqué, et surtout, on le redira par la suite, mais ça peut vraiment brouiller le message, en fait. Puisque là, on essaye de dire aux gens, regardez, les invasions écologiques, c'est un problème, il y a des coûts générés par ça, mais oui, mais les bénéfices. Alors, qu'est-ce que ça donne comme situation? Ça peut être complexe. Il y a vraiment besoin
d'améliorer la culture en fait, des invasions biologiques auprès de l'ensemble de la population. Et voilà, des séminaires comme aujourd'hui, des cours comme ce que présente Franck pendant plusieurs semaines, ça permet à tout un tas de personnes de prendre conscience de ce problème et de la complexité de ce problème. Effectivement, il y a des gens qui bénéficient de cette situation, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas réagir. Alors en plus, il n'y a pas forcément encore beaucoup de littérature sur les bénéfices liés aux invasions écologiques. Et parfois aussi, très simplement, en fait, on peut confondre les situations. Il y a beaucoup de publications d'économistes qui vont parler de bénéfices liés aux espèces exotiques envahissantes. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, l'économie, en fait, c'est une science du choix. Donc finalement, les économistes, très souvent, ils vont regarder des situations dans un contexte de choix, donc c'est-à-dire avec une situation initiale et une situation future ou plusieurs scénarios pour pouvoir choisir entre différents contextes. Du coup, le problème, c'est que donc on parle de bénéfices finalement de la gestion d'une espèce exotique envahissante. Et un grand nombre d'articles finalement qui parlent de bénéfices des espèces exotiques envahissantes sont finalement des bénéfices de la gestion et non des bénéfices apportés par les espèces exotiques envahissantes. Donc là, c'est plutôt au niveau académique qu'on va pouvoir avoir une confusion entre ces deux aspects. Et puis enfin, finalement, peut-être que petit à petit, les collaborations internationales améliorent la situation, mais pendant un temps, il n'y a pas eu tant d'analyse que ça lorsqu'on a commencé à commercialiser ou à exploiter une espèce exotique. Et finalement, on ne voyait peut-être que le bénéfice de la balance sans penser à tous ces autres risques et coûts qui auraient pu être générés par le fait qu'elle devienne envahissante. Alors, où en sommes-nous ? Nous avons une économie donc responsable des invasions biologiques. Elle peut être dépendante, on vient d'en parler, de ces bénéfices économiques pour certains, générés par l'exploitation ou l'utilisation d'espèces exotiques envahissantes. Mais on l'a vu aussi, elle est victime, avec des coûts économiques importants, des dommages écologiques. Je suis économiste, mais je vais quand même continuer à garder cette catégorie-là dans la suite du discours, parce qu'en fait, elle fait partie du choix, de devoir élargir la palette, finalement, des mesures, des métriques à prendre en compte pour faire des choix. Et puis, évidemment, ces bénéfices écologiques qui parfois peuvent apparaître, mais qui sont soumis à débat également. Donc, dans la suite de la présentation, il va falloir donc voir les situations où on va utiliser ces informations pour alerter, mais aussi pour décider. Et voilà, quels sont les apports de l'analyse économique pour cela. Alors, on va revenir très rapidement sur la définition finalement du problème économique posé par les invasions biologiques. Ça tourne beaucoup autour d'une question de responsabilité, puisque finalement, en fait, on n'a pas toujours la connaissance des personnes précises qui ont introduit ces espèces envahissantes. Et également, ça peut être multifactoriel. Donc finalement, c'est un ensemble de personnes qui va être responsable. Et en tant qu'économiste, c'est un peu compliqué pour pouvoir dimensionner, par exemple, des amendes ou alors des taxes. Qui va payer pour tout ça, en fait ? Cette question de responsabilité, elle est centrale. Alors, on a tendance, en économiste, à décrire cela. Donc, le coût social d'un objet va être la somme du coût privé et du coût externe. Je prends un exemple autre que les invasions biologiques volontairement, les pollutions. Si vous avez une entreprise qui pollue, elle-même, elle va avoir des coûts liés à cette pollution, mais aussi le coût externe, ce seront toute la population, les gens environnants, les autres activités économiques qui vont payer pour ces externalités en fait, liées à cette pollution. Et finalement, le coût social, c'est la somme des deux. L'État va devoir prendre à bras-le-corps ce sujet et finalement essayer de minimiser le plus possible ce coût social. Bon, les espèces exotiques envahissantes, c'est un bien public, il est mobile en plus, puisque voilà, il va y avoir des invasions qui vont se disséminer dans le temps et dans l'espace. Et donc voilà, l'État va devoir tenter de gérer ce problème. Alors, donc, comme je vous le disais, quand la responsabilité est identifiée, c'est assez facile. Pour cela, je prends l'exemple de l'écrevisse de Louisiane. On sait à peu près quelle est la première ferme d'exploitation de cette écrevisse en Europe qui a commencé à donc bénéficier de cette situation liée à l'écrevisse, qui aujourd'hui est devenue une espèce exotique envahissante importante, présente dans de nombreux pays européens. Finalement, ici, on aurait pu identifier le coût privé, donc c'est la personne qui a introduit. Et si dès le début, on avait identifié qu'elle serait la personne à payer pour l'ensemble des dommages générés par cette situation, en fait, elle aurait peut-être changé d'avis. Finalement, aujourd'hui, ce n'est pas cette personne-là qui paye pour l'ensemble des programmes de contrôle et de gestion des écrevisses, mais en tout cas, théoriquement, c'est ce qu'on aurait pu penser. La plupart du temps, en fait, la responsabilité, elle est diffuse. Comme je vous le disais, il n'y a pas un seul responsable où il n'est pas connu. Parfois même, ce sont des introductions involontaires. Et donc, on ne peut pas se tourner vers une seule personne.
Dans ce cas-là, je vous prends l'exemple de l'ambroisie à feuilles d'armoise, donc une espèce qui se développe beaucoup sur les bords de chemin, dans les zones agricoles, et qui génère en plus des problèmes de santé, d'allergie. Alors finalement, aujourd'hui, où est-ce qu'on met les gens dans cette formule-là ? Le coût privé, ça pourrait être la personne qui est responsable de l'invasion, mais ici on se rend compte que ça a été probablement importé avec des semences au fil du temps, donc c'est un peu difficile d'avoir un vrai responsable. Mais pourtant, les agriculteurs aujourd'hui qui présentent des ambroisies sur leur sol agricole sont obligés de faire des actions pour les éliminer parce qu'elles posent par ailleurs des problèmes de santé. Et donc finalement, eux, on peut les voir comme les responsables puisque c'est de leurs exploitations que génère la présence de cette espèce, mais en même temps, ils sont aussi un peu victimes plus globalement de ce problème-là. Donc voilà, c'est une particularité et une petite complexité, mais qui nous permet quand même d'essayer de voir comment organiser les réactions finalement avec les différents outils économiques à disposition de la puissance publique pour essayer de gérer la situation. Donc voilà, l'État peut se substituer finalement à ce responsable inconnu en donnant des subventions publiques aux agriculteurs pour qu'eux puissent gérer ces ambroisies et ne pas générer un problème de santé par la suite. Alors voilà, problème de responsabilité, puis problème aussi de périmètre dans lequel on travaille, puisque finalement on a des coûts vraiment directement liés aux invasions, mais on peut aussi penser à tous ces coûts indirects, et là on peut aller loin et on ne sait jamais où s'arrêter, puisque voilà, l'invasion va aussi générer des problèmes liés au tourisme, donc il y a moins de tourisme, donc des situations sociales problématiques qui peuvent générer peu à peu par exemple de la violence, voilà, et peu à peu ça découle et on ne sait pas où s'arrêter finalement. Il faut pouvoir dessiner un peu le périmètre des coûts autour desquels on va travailler. Aussi, il y a une situation problématique, c'est que certains outils économiques pour essayer d'arranger la situation ne vont pas forcément faire que les gens vont changer de pratique. Une personne qui exploite commercialement une espèce exotique envahissante, on va lui demander de payer une assurance liée aux coûts générés par les invasions, mais elle peut tout à fait continuer son activité économique parce que si ce n'est pas forcément très grévant dans son résultat, en fait, elle ne va pas avoir de vraie incitation à arrêter de faire cette exploitation de l'espèce. Donc ça pose quand même problème. Et donc, il faut forcément des outils extra-économiques, des collaborations internationales pour essayer de mieux gérer ce problème-là, parce que sinon, si certaines personnes bénéficient de la situation et pèsent lourd, elles vont pouvoir en fait aussi contribuer à freiner le fait qu'on prenne à bras-le-corps ce problème d'invasion biologique. Alors, je vais utiliser maintenant, pour aller un peu plus dans le détail, ce schéma qu'on a donc créé avec plusieurs autres personnes du projet Invacost, des économistes et non-économistes, pour essayer un peu de s'y retrouver dans les coûts et puis aussi les bénéfices liés aux espèces exotiques envahissantes. Donc jusque-là, finalement, on a surtout parlé de cette vision des choses. Il faut voir ce schéma comme un miroir. D'un côté, c'est la question que se pose peut-être plus une personne du grand public, quels sont les coûts générés par les espèces exotiques envahissantes et quels sont les bénéfices qu'on peut en tirer. Comme le disait Franck, il y a des coûts de gestion qui sont ceux qui ne sont pas forcément les plus importants, et puis tous les dommages et les pertes liées à cette situation. Une éventuelle contribution des espèces exotiques envahissantes. Mais si on regarde les choses de l'autre côté du miroir, en fait, plutôt version économiste, qui vont regarder qu'est-ce qui se passe en cas de changement, ça va être le coût de la gestion, peut-être plutôt d'une population d'espèces exotiques envahissantes. Donc on va regarder vraiment combien coûte ce programme d'éradication, de contrôle, de prévention, par exemple. Et finalement, le bénéfice de la gestion de ces espèces exotiques envahissantes, ça va être que nous, en fait, on regarde de l'autre côté comme les dommages et les pertes. En fait, on n'aura plus ces dommages et ces pertes. Donc c'est ça le bénéfice de la gestion de l'espèce exotique envahissante. Et puis aussi prendre en compte les éventuels bénéfices renoncés. Puisque si on retire ou on contrôle cette espèce exotique envahissante, si d'autres en bénéficiaient, forcément pour eux ça devient un impact économique. Donc vous voyez que ça pose vraiment des questions intéressantes et surtout il faut bien comprendre dans quel contexte ont été calculés ces coûts pour s'y retrouver et ne pas sommer en fait, des choses qui n'ont pas de sens. Donc pour alerter, finalement, ce qui est intéressant, c'est de regarder les coûts effectivement liés à ces espèces exotiques envahissantes. On le fait à des larges échelles. Voilà, le programme Invacost permet de calculer les coûts pour un pays, un continent, une année, une espèce, mais à des échelles importantes pour vraiment essayer d'éveiller les consciences. On peut aussi approfondir un peu et avoir une analyse un peu plus fine en comparant les coûts de gestion et les coûts liés aux dommages et pertes. Pour, par exemple, pointer une inaction ou alors une action inefficace. On a beau mettre de l'argent dans de la gestion, mais on a encore énormément de dommages et de pertes. Donc il faut peut-être changer, faire différemment. Donc voilà, ça c'est le point de vue qu'on a plutôt développé jusqu'ici. Mais ça pose des problèmes, bien entendu. Franck l'a mentionné tout à l'heure. En fait, il est difficile d'évaluer monétairement l'ensemble des coûts.
Autant les coûts de gestion, finalement, c'est les plus faciles, parce qu'on sait, on a fait travailler, la question qui a été posée tout à l'heure, tant de personnes pendant tant de jours pour venir arracher les espèces. Il a fallu ensuite les transporter en camion sur tant de kilomètres. On a une usine de méthanisation qui consomme tant par jour. Enfin, finalement, les coûts de gestion, ce n'est pas les plus compliqués à évaluer. Et c'est pourtant les plus petits. Mais les pertes et dommages, qui sont les plus importants, c'est là que c'est vraiment plus difficile. Puisque finalement, on va avoir des pertes et des dommages sur du capital physique, donc des infrastructures humaines. Alors ça peut être facile à mesurer. Quand c'est un pont qui est abîmé, il faut le reconstruire, bon, c'est assez facile. Par contre, si on va vers, finalement, si c'est un pont emblématique d'une région ou d'une localité, c'est un peu plus compliqué à mesurer ça. Le fait qu'on est un peu choqué ou embêté par cette situation. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Si on prend le capital humain, donc la santé, le bien-être des gens, les coûts de santé les plus simples, ça va être le nombre de cachets d'antihistaminiques que la population doit prendre à cause de l'ambroisie. Bon, ça, c'est facile. Mais par contre, de l'autre côté, éventuellement, les dépressions générées par cette situation, le mal-être des gens, c'est de plus en plus difficile à évaluer. Et donc enfin, le plus compliqué, le capital naturel, qui finalement est la biodiversité et tous les services écosystémiques, on appelle ça plutôt maintenant les contributions de la nature aux populations, donc ce que les gens bénéficient du fait qu'un écosystème est en bon fonctionnement, ça peut être plus ou moins difficile à évaluer. À un extrême, on va avoir la production de coquilles Saint-Jacques. Si elle se perd, on a des valeurs économiques facilement associées parce que la coquille Saint-Jacques se vend sur les marchés. Mais à l'autre extrême, comme le disait Franck, on perd un oiseau endémique du Nil, plus jamais on ne le verra, c'est presque inestimable. Mais des économistes essayent de le faire. Il y a des méthodes d'évaluation non marchandes qui sont pas mal débattues, mais qui progressent quand même. Elles sont de plus en plus, elles essayent de plus en plus d'essayer de contourner les complexités de cette situation. Mais malgré tout, ça reste des coûts vraiment très peu tangibles et très difficiles à évaluer. On peut vraiment se demander s'il y a un sens à ces valeurs qui sont générées par ces études. Donc le but finalement de la théorie économique, c'est de dire que malgré tout, si on arrivait à faire tout ça, à traduire tout ça en coûts monétaires, on pourrait finalement internaliser toutes ces externalités environnementales, faire payer au public ou alors à la personne responsable ces coûts-là, et finalement ça garantirait l'efficacité de l'action publique, sa légitimité et puis la transparence en fait de la décision publique. Ça c'est le programme des économistes, mais on se rend bien compte que confronté à ces situations un peu moins tangibles, ça va devenir un peu compliqué quand même de le faire. On ne va pas pouvoir l'envisager tel que ça a été en fait, pensé théoriquement. Toutes ces complexités, évidemment, là j'ai parlé des coûts, mais vous faites le parallèle, c'est pareil pour les bénéfices. On va avoir du mal à mesurer combien ça vaut d'avoir sauvé l'espèce endémique du Nil. C'est aussi très compliqué. Alors là, je vais faire un détour vraiment très rapide parce que je vois que le temps file. Donc voilà, les économistes ont tendance à définir la valeur d'un bien économique, la valeur économique d'un bien économique avec ses valeurs d'usage et de non-usage. Ça reprend ce que je vous ai dit petit à petit. La valeur d'usage direct, ça va être l'exploitation d'un milieu, par exemple, l'exploitation d'une ressource naturelle renouvelable. La valeur écologique, c'est on va avoir de la pollinisation, des actions des écosystèmes qui vont permettre à l'activité, de l'usage humain de se faire. Et puis petit à petit, là on dérive, on va des choses de moins en moins tangibles. La valeur d'option, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire de cet écosystème plus tard. Donc c'est la valeur d'usage en option. Donc ça c'est un peu plus compliqué à mesurer. Puis plus on va vers les valeurs de non-usage, plus vraiment la recherche elle fait ce qu'elle peut, mais c'est vraiment très compliqué d'avoir des études vraiment tangibles. On a des valeurs comme celle de l'aigle. Est-ce que ça a une valeur pour vous de laisser aux générations futures des écosystèmes en bon état? Et puis vraiment la valeur d'existence. Là vraiment certains économistes la sortent même de ce concept de valeur économique totale parce qu'il y a aussi des valeurs pas forcément anthropogéniques où on se dit que l'existence d'un écosystème en soi, ça n'a aucun sens d'essayer de lui donner une valeur économique. Et pourtant, beaucoup de dommages écologiques, c'est ça finalement. Ça va être des écosystèmes qui ne sont pas forcément directement utilisés ou connus, mais qui disparaissent et sont impactés encore aujourd'hui. Donc on voit encore dans cette métaphore de l'iceberg que l'économie, elle va faire vraiment ce qu'elle peut, mais elle prendra quand même surtout une partie de ses coûts économiques possibles. Et donc plus on va vers ici, c'est qu'on a des services écosystémiques liés à ces valeurs qui sont marchands, et donc on peut tangiblement utiliser des valeurs d'échange de ces biens et services sur des marchés. Donc, mon schéma initial, je le floute ici. Tous ces coûts-là, en fait, et tous ces bénéfices-là, ils sont incomplets et souvent incertains. Donc, il faut quand même être conscient de ça dans les éventuelles décisions qu'on va pouvoir prendre par la suite. Donc, je vais vous présenter rapidement, finalement, les deux cas de figure possibles.
pour l'utilisation de ces coûts et bénéfices dans la décision, pour décider d'agir ou de ne pas agir, de prioriser telle ou telle action. Alors tout d'abord, on va se mettre de ce côté-là du schéma. Donc finalement, si on prend tous les coûts générés par la base de données InvaCost, on pourrait vouloir se dire, bah, tiens, et si on mettait en face tous les bénéfices, il faudrait qu'il y ait InvaBénéf qui se fasse par la suite, pour essayer de voir si, quand on met dans la balance les coûts et les bénéfices, on arrive à des situations plutôt positives, plutôt négatives. Alors, c'est vrai qu'on a quand même de bonnes intuitions, et surtout de bons indices pour nous dire que quand même, très souvent, même s'il peut y avoir des bénéfices privés ou de certains acteurs liés à ces espèces exotiques, on a quand même un coût, un fardeau très important lié à ces invasions. Mais malgré tout, ça peut être intéressant dans certaines situations d'essayer de comprendre ça pour essayer éventuellement d'agir sur les personnes qui peuvent être des facteurs de changement pour essayer d'améliorer la situation. Alors ici, je prendrai un exemple pour illustrer, c'est l'écrevisse à pince rouge. Donc c'est une espèce qui a été introduite dans de nombreux pays, et notamment, là je prends l'exemple de la Jamaïque, où il y a vraiment des exploitations d'aquaculture d'écrevisses qui génèrent en fait finalement localement une ressource en protéines assez facile à obtenir et très bon marché. Donc en fait, localement, c'est vrai que des populations locales dépendent de cette ressource pour leur alimentation. Donc si on leur dit « attendez, dans le monde entier et ailleurs, ça génère des coûts incroyables », c'est un peu compliqué de leur dire on arrête cette exploitation du jour au lendemain. On voit bien que c'est une situation où là, différents acteurs doivent pouvoir agir pour trouver une solution à cette situation. Parce que c'est vrai que par ailleurs, cette écrevisse, elle est aussi vendue à l'international à un prix bien plus important que localement. Elle est aussi utilisée par des aquariophiles parce qu'elle a l'air d'être assez intéressante pour les gens qui s'intéressent aux écrevisses. Et donc voilà, on a des gens intéressés, d'autres gens qui pâtissent de cette situation. Ça pose vraiment des problèmes. Donc finalement, regardez les choses un peu à l'instant T sur qu'est-ce qu'apporte ou qu'est-ce que génère comme coût finalement une espèce, ça peut être intéressant pour donc alerter, mais peut-être aussi décider. Si on pointe vraiment un acteur ou un secteur économique qui en bénéficie aujourd'hui, c'est peut-être sur lui qu'il faut pouvoir agir pour l'aider à se reconvertir, aider à trouver des solutions alternatives pour faire en sorte que, par ailleurs, tous ces coûts baissent enfin. Et donc ça peut être le rôle de l'État de tenter de régler ces situations-là, en regardant plus dans le détail comment ça se passe. Alors de l'autre côté, ça c'est plus fréquent finalement dans les études d'économie ou dans les études que peuvent demander des ministères de différents pays pour faire un choix de gestion ou de tel ou tel type ou de non-gestion d'une espèce exotique envahissante, c'est finalement de comparer les coûts de la gestion de ces espèces en fonction de ce qu'on ne va pas perdre grâce à la gestion de cette espèce. Donc finalement, c'est surtout une comparaison entre finalement le coût de la mesure qu'on va s'apprêter à faire et les coûts qu'aujourd'hui on mesure. C'est ça qu'on met dans la balance. Et parfois, parce qu'il n'y a pas toujours des bénéfices liés aux espèces exotiques envahissantes et parce que ce n'est pas toujours quelque chose qu'on regarde, on peut aussi se dire quels sont les bénéfices qui vont être perdus si on gère cette espèce qui du coup va forcément réduire, voire disparaître. Et donc ça, c'est donc plus fréquent dans la littérature économique, mais aussi forcément c'est associé à des cas un peu plus spécifiques, puisque là, on va avoir du mal à parler du coût de la gestion de toutes les espèces dans le monde entier. Très souvent, ça va être vraiment lié à une situation bien particulière pour vraiment faire un choix. C'est des études beaucoup plus situées. Alors, je vais vous présenter rapidement, parce que je n'ai pas l'ambition de faire des économistes chevronnés de vous aujourd'hui, mais je vais quand même parcourir les différentes analyses possibles à partir des coûts et bénéfices que je viens de vous présenter, que donc les économistes, qu'ils soient chercheurs ou praticiens dans les entreprises, les startups dont parlait Franck, ou les économistes dans les ministères, tous les économistes ont l'habitude d'utiliser ces méthodes-là. Et puis, je parlerai aussi un petit peu de modélisation bioéconomique, qui reste quand même un peu plus dans le milieu de la recherche pour le moment, qui essaye d'apporter des solutions. Comment prendre en compte ce sujet si complexe pour malgré tout décider. Alors l'analyse coût-avantage, c'est peut-être celle que vous avez en tête le plus directement quand on parle d'économie et d'invasion. C'est une analyse coût-avantage, finalement, elle va sur un endroit donné, essayer de comparer une situation avec ou sans gestion, avec peut-être différents scénarios, et on va calculer finalement, en ajoutant les coûts et les bénéfices, est-ce que la balance est positive ou négative. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que finalement, on le fait sur une certaine durée, et on va actualiser la valeur liée à ces coûts et ces bénéfices. Parce que, donc, en fait, ce qu'on dit souvent, c'est que les gens ont une préférence pour l'argent aujourd'hui, plutôt que demain. Donc, 1 euro aujourd'hui vaut plus qu'1 euro demain. Donc, si on regarde la rentabilité économique d'un projet dans le temps, en fait, selon la durée que vous allez prendre pour étudier cette valeur, finalement, qu'on appelle la valeur actuelle nette, ça peut varier en fonction de l'horizon temporel que vous retenez.
Et donc voilà, on va pouvoir utiliser ces analyses coût-avantage pour donc évaluer la rentabilité économique d'un projet, mais aussi il y a des études qui font simplement une classification de ces différentes alternatives de gestion. Et elles n'ont pas du tout pour ambition que ce coût issu de l'étude ait un sens. C'est un peu la différence qu'on fait entre donc, les valeurs cardinales. Donc là, c'est vraiment, est-ce que vraiment ce coût prédit, cette balance prédite, est-ce qu'elle est positive ou négative? Ça, c'est vraiment une valeur réelle, quoi. Alors que le classement des alternatives, c'est ce qu'on va appeler des valeurs ordinales. Elles servent juste à classer les choses, mais elles n'ont pas de valeur en soi. Donc c'est là où il faut être prudent de ne pas récupérer ces valeurs ordinales dans notre agrégation des coûts par ailleurs, parce qu'en fait, elles n'ont pas forcément de sens. Alors, les limites de cette analyse coût-avantage, qu'on appelle aussi analyse coût-bénéfice, peut-être un terme plus commun, c'est que donc, comme je vous le présentais, il est difficile d'intégrer tous les enjeux, tous les enjeux liés donc à ces invasions par la monétarisation, puisque certains aspects ne sont vraiment pas monétarisables ou très difficilement. On a présenté donc l'intangibilité d'une grande partie de ces coûts et puis l'incomplétude de ces valeurs. On n'arrive pas à intégrer vraiment des coûts écologiques purs dans ces estimations monétaires. Donc vraiment, si on doit prendre une décision, on ne peut pas juste faire une analyse coût-avantage avec ces aspects économiques parce que finalement, on ne prend pas en compte tout le périmètre possible des coûts et des bénéfices liés à ces situations. Il y a des arguments complémentaires nécessaires, évidemment. Donc, on fait des études d'impact environnemental, des projets, donc ici des mesures de gestion. Il va y avoir du débat public. Et puis, même certains acteurs politiques peuvent passer à travers tout ça, aussi bien les enjeux économiques que les enjeux écologiques, etc., et faire passer des projets d'intérêt géopolitique ou peut-être justement économique, et ne vont pas forcément regarder la suite. Donc, il y a aussi une façon de prendre ou non en compte cet argumentaire. Alors ensuite, une autre façon de faire, ce sont ce qu'on appelle les analyses coût-efficacité. Là, on ne cherche pas forcément à tout monétariser parce que l'objectif, c'est d'atteindre un objectif qu'on s'est donné au moindre coût. Donc en fait, c'est l'État se dit, voilà, il y a un nombre décroissant d'argent pour la conservation. Avec ce qu'on a, il faut faire le plus possible d'actions efficaces pour la protection de la biodiversité. Donc ça peut être une façon de faire et de regarder les différentes façons de gérer une espèce exotique envahissante. Alors peut-être que ça va être, est-ce qu'il vaut mieux la prévenir dès le début ou est-ce que finalement c'est compliqué mais en la contrôlant ça suffit. Enfin voilà, donc comparer les différentes techniques possibles, les différentes façons aussi d'organiser cela, quels acteurs, quels outils, quels leviers, et de voir finalement quelle est la solution la plus coût-efficace pour pouvoir en fait avec le budget restreint de l'État faire le plus d'actions favorables à la gestion de ces espèces exotiques envahissantes. Donc là, c'est un petit peu plus confortable parce que finalement, on n'a pas besoin de monétariser tout. En fait, l'objectif, il peut être tout à fait biophysique, c'est-à-dire alors éradiquer, c'est rarement le cas, hein, mais réduire le plus possible la population, essayer d'éviter qu'elle se développe dans d'autres pays. Enfin, ces objectifs-là, on peut se les donner avec des termes biophysiques, on n'est pas obligé d'aller les monétariser, parce que ce qui compte, c'est le rapport coût et efficacité. Mais donc, c'est quand même difficile à définir, hein, l'efficacité d'une mesure même de conservation. On peut avoir du mal vraiment à pouvoir établir un objectif prédéfini si clair que ça. Et puis aussi, pour pouvoir comparer différents cas, il faut pouvoir avoir des répétitions. Et on n'a pas forcément à notre disposition plein d'exemples comparables, puisque parfois les contextes économiques ou écologiques si différents peuvent poser des difficultés de comparaison. Alors on peut avoir recours à la modélisation, pour essayer de dire, et si on faisait un contrôle, et si on faisait une prévention. Donc là, ça renvoie à la biomodélisation, modélisation bioéconomique que je vous présente juste après. Un petit exemple, si on devait gérer la renouée du Japon, donc vous voyez, c'est une espèce qu'on voit souvent sur les bords de chemins de fer ou dans des milieux très perturbés. Soit on s'évertue chaque année à arracher les massifs, mais bon, chaque année ça revient bien entendu. Soit on peut essayer de faire du génie écologique. Donc par exemple, il y a des expériences qui ont été faites où en fait, dans un massif d'espèces de renouée du Japon, on a peu à peu installé des placettes avec des aulnes, qui sont donc des espèces donc locales qui vont peu à peu reprendre la situation de compétition avec les renouées du Japon et peu à peu vont prendre la place et étouffer en fait naturellement la population de renouées du Japon. Donc voilà, c'est deux façons de faire avec évidemment des coûts différents et laquelle des deux est la plus coût-efficace? En fait, c'est difficile de répondre si on ne dit pas quelle est l'échelle de temps prise en compte. L'année 0, en fait, c'est celle-là la plus efficace parce qu'il n'y a plus de renouées du Japon. Alors que là, l'année 0, il a fallu payer les chercheurs pour faire l'étude, on est venu, on a fait de la reconnaissance, on a installé des pieux avec des boutures d'aulnes, etc. Donc en fait, finalement, le coût au démarrage ici, il est super fort. Mais si vous prenez dans le temps, avec les études qui existent, on montre qu'en quelques années seulement, en fait, l'aulnay, donc la forêt d'aulne, reprend le dessus sur la population de
renouer. Et puis en fait, dans le temps, on se développe et on a une population résiduelle toute petite qui génère beaucoup moins de problèmes. Alors que l'arrachage des foyers, en fait, on va pouvoir revenir 10 ans, 20 ans, 100 ans, elle sera toujours là. Donc vraiment, ce rapport coût-efficacité, la durée sur laquelle on le calcule compte énormément. Et donc pour la décision publique, ce sont des éléments évidemment majeurs. Autre façon de faire, les analyses multicritères, où là finalement on ne recherche pas tant une optimalité, mais on cherche des compromis. En fait, on va essayer de calculer tout ce qui est monétarisable, mais aussi on s'autorise à avoir des valeurs non forcément monétaires, et on fait une sorte de tableau de bord, et c'est aux décideurs finalement de faire ses choix, de mettre en balance les différents aspects, avec des critères, avec des pondérations finalement de dans quelle situation tel ou tel aspect va avoir plus ou moins d'importance. Donc ça c'est très intéressant parce que c'est beaucoup plus ouvert, on va pouvoir vraiment analyser la situation de façon assez complexe, mais bien sûr, le fait même de choisir des pondérations pose question. Qui va décider de ces pondérations? Évidemment, les acteurs les plus intéressés pourraient vouloir tirer la couverture de leur côté. Alors, il y a peu à peu des situations, donc des propositions où finalement ces pondérations sont choisies collectivement avec une population représentative des différents acteurs, des différents enjeux. Et donc, ça devient de plus en plus intéressant. Mais vous voyez que c'est quand même quelque chose qui génère beaucoup de recherche, beaucoup de temps. Et donc, il n'y a pas encore beaucoup d'applications de ces approches-là. Quand bien même elles seraient vraiment passionnantes et sans doute très pertinentes. Aujourd'hui, elles sont encore complexes à mettre en œuvre. Alors, la modélisation bioéconomique, ça peut apporter des éléments intéressants, puisque finalement, c'est une modélisation qui va chercher à en fait, simuler à la fois la dynamique écologique des espèces, qu'elles soient envahissantes ou locales, et aussi les interactions entre elles, et aussi par ailleurs donc, simuler les activités économiques liées à l'exploitation de ces espèces envahissantes, ou alors simplement du lien de ces espèces envahissantes sur des autres secteurs économiques. Alors donc là, le but, c'est de caractériser donc, les conditions optimales entre les espèces envahissantes et les espèces natives et l'activité économique liée, et de comprendre en fait à quel moment il va être le plus intéressant d'agir, ou alors à quel stade il faut vraiment agir pour ne pas générer des coûts supplémentaires dans le temps. Pour que ce soit un petit peu plus concret, je vous présente l'exemple de la coquille Saint-Jacques. Il y a eu des travaux qui ont été menés sur la rade de Brest, sur la baie de Saint-Brieuc, où finalement, on a ici un modèle qui a été proposé par ces chercheurs-là, où on a la coquille Saint-Jacques qui est exploitée par des pêcheurs coquilliers, et par ailleurs, qui est une population, qui est une espèce qui est en compétition avec la crépidule, qui est donc une espèce qu'on peut voir ici sur la coquille Saint-Jacques, et qui va venir peu à peu donc, en fait, étouffer les bancs de coquille Saint-Jacques, ce qui va donc générer forcément des impacts écologiques sur les gisements de coquille Saint-Jacques, et puis des pertes économiques, bien sûr, pour les pêcheurs coquilliers. Et donc, dans cette situation-là, on va pouvoir essayer de contrôler cette invasion-là avec des extractions qui ont donc un coût. Et en fait, le modèle bioéconomique, il va mettre tout ça, un peu une moulinette pour tourner et voir dans quelle situation, finalement, on va avoir les coûts et les bénéfices économiques ici des pêcheurs coquilliers et le coût généré par le contrôle de cette invasion qui vont en fait évoluer avec l'évolution de la population de l'invasion et puis aussi la décroissance de la population de la coquille. Bon, donc ça, c'est des modèles qui sont intéressants, mais malgré tout assez simples. Vous voyez qu'on n'a que quelques acteurs, il manque plein de choses ici. On n'a pas forcément les autres coûts écologiques, par exemple. Donc ça peut être intéressant pour essayer de décider dans des situations où peut-être il y a surtout des coûts économiques, mais ça reste limité pour d'autres cas. C'est aussi... alors il y a aussi des enjeux théoriques et académiques à travailler là-dessus parce que c'est assez stimulant en fait pour un chercheur d'essayer de modéliser tout ça. Il faut savoir que toute la recherche n'est pas forcément vouée à être appliquée et qu'il y a bien sûr des études qui sont juste des études scientifiques pour améliorer notre compréhension des modèles et ça il faut quand même le savoir. Donc ces coûts-là vont pas forcément, enfin ces données-là ne seront pas forcément à mobiliser pour alerter parce que ce ne sont pas concrètement des coûts palpables. Alors, donc voilà, il va falloir que j'accélère un peu. Pour conclure cette partie, finalement, l'argument économique, ça peut vraiment être quelque chose d'intéressant pour alerter. Il faut quand même faire attention à l'utilisation de ces informations parce que certains acteurs peuvent quand même bénéficier de cette situation et aussi parce que toutes les informations ne sont pas forcément bonnes à récupérer pour être agrégées dans ces coûts globaux. Parce que finalement, l'argument économique peut se retourner contre nous. Il peut parfois justifier l'inaction. Et c'est particulièrement problématique s'il y a des impacts écologiques et sociaux importants à côté. Donc voilà, si l'analyse coût-bénéfice vous montre que ce n'est pas intéressant d'agir, on n'agit pas. Ou alors si des instruments économiques sont mis donc dans le système pour tenter de finalement compenser ou accompagner des acteurs de cette situation, sans forcément changer les pratiques des acteurs encore aujourd'hui responsables de ces invasions, ça pose aussi le problème parce que ça favorise un statu quo.
Le fait aussi que les coûts-bénéfices soient difficiles à mesurer, j'ai un peu insisté là-dessus aujourd'hui, mais ça ne doit pas être une raison pour ne pas agir. Enfin, la recherche avance, on a de plus en plus d'informations, des bases de données, aussi des collaborations internationales qui suivent de plus en plus ces invasions, donc on va quand même petit à petit améliorer et déflouter un peu cette zone pour améliorer notre connaissance. Et puis enfin, voilà, la valorisation socio-économique, c'est que certains acteurs dépendent quand même fortement de ces espèces exotiques et peuvent être des freins à l'action, puisque eux n'ont aucun intérêt à ce que la situation change. C'est donc un argument parmi d'autres. Il faut le compléter avec d'autres valeurs, des valeurs écologiques. Des travaux Invapact vont aller dans ce sens-là. Il faut vraiment pouvoir parler d'un argument économique parmi d'autres. Et bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, bien ouvrir la boîte en fait. Aller regarder la répartition entre les différents acteurs, parce que la situation est rarement simple. Voilà, donc l'analyse coût-avantage, ça peut être intéressant s'il y a surtout des coûts économiques monétaires. Et les autres analyses, même si certaines sont encore difficiles à mettre en œuvre, vont être intéressantes s'il y a des coûts écologiques et sociaux, parce qu'il faut pouvoir rattraper toutes ces autres valeurs qu'on va forcément perdre si on ne va que sur les coûts qu'on peut monétariser. Et donc pour terminer, je voulais faire un petit focus encore sur la valorisation économique des espèces exotiques envahissantes. On peut retrouver deux cas de figure principaux. Le premier, c'est celui qu'on a évoqué la plupart du temps jusque-là, c'est leur exploitation commerciale. En fait, certains acteurs vont bénéficier financièrement de cette situation. Il va y avoir une relation en fait producteur et consommateur entre les acteurs, où certains vont produire ces espèces, d'autres les acheter. Alors, un exemple que vous connaissez bien, c'est l'huître japonaise. L'huître que vous consommez à différents moments de l'année est en fait une espèce exotique envahissante. Elle a des impacts écologiques. Mais elle est installée depuis si longtemps. Vous voyez, c'est des vieilles cartes, hein, ici c'est 1923. On l'exploite depuis si longtemps, elle est tellement intégrée, c'est tellement une part importante de l'économie de l'huître qu'en fait, si vous dites aujourd'hui on arrête l'huître, ça peut être compliqué. Donc vous voyez que malgré tout, cette situation est finalement une exploitation directe d'une espèce exotique devenue aujourd'hui envahissante. Voilà, cette situation paradoxale et compliquée. Mais alors une autre façon de faire, c'est aussi l'exploitation secondaire des produits de la régulation de ces invasions biologiques. Donc ça, c'est un peu différent comme situation. Vous avez ici donc la Jussie qui envahit de nombreux cours d'eau douce, beaucoup en France notamment. On va chaque année devoir arracher ces Jussies-là parce qu'en fait, elles vont complètement asphyxier les écosystèmes en place et générer par ailleurs des coûts aussi liés à des activités humaines, par exemple de pêche ou de navigabilité. Enfin, vraiment, c'est un problème assez important. Et donc, une façon de faire, ça a été de se dire que finalement, ce qu'on arrache, on va pouvoir le valoriser. On va méthaniser, par exemple. Donc, petit à petit, s'installe une filière économique liée à la gestion de ces débris, finalement, de la gestion des invasions biologiques. Alors, c'est vrai qu'on peut se dire, du coup, c'est intéressant parce qu'on gère et en plus, ça peut bénéficier à des gens localement parce qu'il y a une économie qui s'installe. Mais on va voir aussi que ça peut créer une dépendance à cette ressource et même parfois générer des conséquences en fait, perverses, quoi, parce qu'on va dépendre et presque vouloir que cette ressource continue à exister. Il y a aussi des mesures incitatives, autre façon de faire. Donc là, c'est l'État qui va pouvoir essayer d'inciter les gens en fait, à devenir des chasseurs, cueilleurs, piégeurs d'espèces exotiques envahissantes. Donc là, on ne génère pas vraiment un revenu, mais c'est que les gens vont pouvoir avoir un intérêt à essayer de eux-mêmes participer au contrôle d'une espèce exotique envahissante. Donc là, par exemple, il y a des primes à la capture. Il y a certains contextes dans lesquels ça existe. L'exemple que je prends ici, le crabe royal rouge, c'est une espèce devenue envahissante dans la mer de Barents. Et la Norvège a installé sur une zone de pêche deux parties, une zone avec des quotas où en fait les pêcheurs vont pouvoir pêcher une certaine quantité de crabes rouges dans l'année, et une zone soumise à pêche libre avec même une prime à la capture si les gens prennent des espèces sous-taillées ou des spécimens sous-taillés ou c'est-à-dire trop petits pour être pêchés et commercialisés, ou alors les femelles, puisque finalement c'est dans la partie ouest de la zone où on pense que ça va permettre de réduire un peu l'invasion. Donc finalement, on maintient l'activité commerciale parce que ça génère des profits et des bénéfices, mais on essaye de limiter l'invasion avec cette incitation de prime à la capture. Pourquoi pas, ça peut être intéressant, mais aussi il peut y avoir des risques, évidemment, de comportements opportunistes, des pêcheurs qui vont finalement aller déclarer un peu dans toutes les zones pour pouvoir avoir le plus de bénéfices économiques, et même vouloir générer un maintien de cette population dans la partie où il y a des primes à la capture pour continuer à bénéficier de cette prime à la capture et donc relâcher des spécimens sous-taillés de la pêche à quota pour pouvoir continuer à générer la population. Donc vous voyez quand même que voilà, l'humain n'est pas forcément mauvais, mais il peut avoir des idées un peu spécifiques parfois. Et puis enfin, incitation à la consommation. Donc là, par exemple dans les Caraïbes,
la direction en gros de l'agriculture, de l'environnement, va inciter les gens à manger le poisson-lion, à le pêcher, donc ça devient une pêche de loisir, les gens le consomment, donc il y a des fiches, des recettes, enfin, on pousse les gens à essayer de s'occuper de cette espèce envahissante. Alors, rapidement, intérêt et limite de cette valorisation. Alors les intérêts économiques, c'est comme je vous le disais, ça peut générer des revenus locaux, des emplois, donc pourquoi pas, ça peut être intéressant. Ça peut aussi éventuellement participer au contrôle des invasions, même si c'est aujourd'hui encore un peu à démontrer. Ça peut aussi sensibiliser, puisqu'on va parler des invasions, expliquer pourquoi il faut essayer de les gérer. On va acquérir des connaissances aussi via ces situations-là d'implication du grand public. Et donc pour cet exemple-là, la tubastrée orange, c'est un corail qui est devenu envahissant au Brésil, dans la baie de Rio. Et aujourd'hui, il y a une gestion intégrée de cette espèce-là. C'est-à-dire qu'il y a des chercheurs et l'État et le grand public qui, ensemble, en fait, petit à petit, arrivent à gérer cette population parce qu'elle est exploitée commercialement et ça génère localement des revenus. Mais aussi, il y a des campagnes pour petit à petit essayer de limiter la population. Et donc voilà, c'est une gestion intégrée avec tous ces acteurs-là. Les risques de la valorisation économique, parce qu'il y en a bien entendu, c'est que voilà, comme je vous parlais tout à l'heure du crabe qui peut être introduit volontairement pour maintenir sa dispersion et la pérennité de la ressource finalement. Il peut aussi y avoir des impacts sur les espèces non ciblées lors de ces campagnes de ramassage. Si on veut vraiment économiquement rendre rentable l'exploitation des résidus des gestions des invasions, on va pouvoir en fait faire rapidement avec des approches mécaniques qui vont peut-être abîmer l'écosystème plus généralement. Donc voilà, je passe sur les détails. Donc le risque de la création d'une dépendance économique, ça fait partie des risques économiques et sociaux. Ça peut aussi contribuer à trop intégrer les espèces dans la culture locale et avoir du mal à vouloir ensuite la contrôler. Par exemple, en Nouvelle-Calédonie, il y a la fête de la baie rose, qui est en fait issue d'un arbre qui est devenu exotique envahissant, le faux poivrier. Donc maintenant, les gens sont habitués à cette espèce et peut-être que ça devient compliqué de devoir arrêter de l'exploiter ou d'en bénéficier. Puis on a aussi cet exemple que vous connaissez peut-être, à Pretoria, une ville en Afrique du Sud, le jacaranda, qui est une espèce exotique envahissante, mais qui malgré tout fait des avenues assez incroyables, en fait, qui se parent de bleu flamboyant une partie de l'année. C'est vraiment magnifique et même on appelle cette ville Jacaranda City. Donc c'est quand même le nom d'une espèce exotique envahissante qui pose des gros problèmes par ailleurs. Vous voyez les situations très très paradoxales auxquelles on peut faire face. Voilà. Et donc pour finir, on a vu que l'argument économique, ça pouvait être intéressant, mais qu'on est obligé d'élargir. Je ne vais pas vous promettre que les économistes vont trouver la solution. On ne peut pas mettre de l'argent sur tout. Il y a vraiment besoin d'une approche interdisciplinaire. Et les modélisations bioéconomiques, c'est un bon exemple. On va vraiment travailler sur les différents enjeux à la fois. Et même dans les outils d'aide à la décision, il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Ils vont être peut-être plus intéressants selon les situations et complémentaires avec des situations de débat public, de choix vraiment qui sont aussi extra-monétaires et extra-économiques. Et surtout, ce qui peut être vraiment important de redire ici, c'est que finalement, les invasions biologiques, c'est un peu la conséquence de cette économie mondialisée, de ces échanges importants, du fait qu'on perturbe quand même beaucoup les écosystèmes et que finalement, une façon d'agir sur les invasions biologiques, c'est aussi d'agir sur les autres pressions, les autres facteurs d'érosion de la biodiversité. Par exemple, le changement d'utilisation des sols. On voit bien que dans toutes les zones très perturbées, le long des voies de chemin de fer, sur les chantiers, les espèces exotiques envahissantes se développent de façon très importante. Donc finalement, agir sur les autres pressions, c'est aussi agir sur les invasions biologiques. Donc c'est plus compliqué, c'est plus diffus comme message, mais ça devrait pousser à vraiment provoquer des changements de société bien plus importants que de simplement trouver la meilleure façon d'éradiquer telle ou telle espèce à tel endroit, quand bien même c'est aussi nécessaire. Voilà, donc d'autres leviers économiques auxquels on peut penser, mais ce serait long de tous les évoquer, c'est par exemple qu'il y a encore aujourd'hui une part des subventions publiques qui sont dommageables à la biodiversité. Il y a un rapport public en fait, sur ces sujets-là qui le démontre. Il se trouve que pour les différents facteurs d'érosion de la biodiversité, finalement, il n'y a pas tant de subventions directement dommageables en lien avec les invasions biologiques. C'est plutôt de la négligence, en fait. Comme l'expliquait Franck, ce n'est pas un sujet qui est encore complètement mobilisé par les acteurs. Donc finalement, c'est un peu par négligence qu'aujourd'hui, on a aussi ces invasions biologiques. Et puis aussi un vrai manque de coordination internationale. Mais par contre, si on agit, comme je vous le disais, sur les autres facteurs d'érosion, ça va aussi limiter les pressions sur les écosystèmes et donc la capacité des espèces exotiques à se développer et provoquer des impacts partout où elles arrivent. Et donc finalement de gérer les subventions, de changer, réaffecter les subventions dommageables à la biodiversité va pouvoir être bénéfique pour les espèces exotiques.
Et puis enfin, les économistes ne calculent pas que des coûts, ne font pas que de la monétarisation, et une grande partie de mes autres travaux portent sur ça. C'est qu'aussi, il faut regarder comment les acteurs s'organisent, quelles sont finalement les initiatives qui font que les choses peuvent changer. Donc là, pour l'instant, on parle de collaboration internationale, de grands enjeux géopolitiques vraiment à des grandes échelles, mais aussi, les décisions peuvent venir d'en bas. Il y a de l'expérimentation qui est possible. Il y a des gens qui, à des échelles très locales, vont avoir des idées, des choses absolument auxquelles personne n'a pensé, qui d'ailleurs parfois inspirent des politiques publiques, qui peuvent être vraiment intéressantes à collecter et qui sont aussi vraiment intéressantes parce qu'elles ont été créées par les gens locaux. Et donc forcément, en termes d'acceptabilité, c'est beaucoup plus facile qu'une mesure imposée par l'État. Donc ce sont ces deux parts en fait, finalement, du continuum qu'il faut pouvoir analyser, comment la communauté internationale doit réagir, mais aussi regarder ce que font les gens localement pour essayer de gérer ces situations. Et donc ça pousse à engager encore plus les parties prenantes et à faire donc des recherches participatives et impliquant les locaux directement concernés par ces situations d'invasion biologique. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que ça vous a intéressé.